Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir répondu présent. On a besoin de vous juste pour savoir si vous nous entendez bien, que ce soit à Alexis ou à moi-même. Bonjour à tous. Alors, attends, ouais, un petit mot de discussion. Bonjour à tous, Mira. Bonjour Annalise. Super. On vous entend, c'est super. Son et image, ok chez moi. Super. Ah oui, Delphine, forcément. Je t'ai eu juste avant. Génial. Alors, attendez, il y a quand même des personnes qui continuent à arriver, donc il faut que je puisse les admettre. C'est cool. Bonjour à tous. Donc, on a lancé l'enregistrement. Ça y est, c'est bon. Donc, on va y aller progressivement. Il est 13h01. Peut-être qu'on va attendre 30 secondes. Il y a des gens qui continuent à arriver dans la salle d'attente. Super. Bon, ben, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez qu'on commence de suite? Ou mettez-vous à l'aise, hein, on est bien avec Alexis. Ok, patate. Ça, c'est Delphine, forcément. Toujours Delphine pour amener son petit mot. Très bien. Bon, Servez-vous un petit café, oui, c'est ça. le Mettez-vous à temps l'aise. d'attendre, c'est l'heure. Ouais, mettez-vous à l'aise. Prenez un petit café, tranquille. Sarah qui vient d'arriver aussi. Sarah, Dounia, ça arrive, ça défile. Ok, super. Bon, bah, très bien. Comment tu vas, Alexis? Je te remercie d'abord d'avoir accepté, hein, comme Mais, de rejoindre les alliances et de nous consacrer cette session spéciale Alexis, spéciale job commerciaux. écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de donner déjà la possibilité de témoigner sur mon parcours et également les possibilités après la thèse. Exactement. Samia qui vient d'arriver. Donc, je pense qu'on va commencer, puis j'accepterai au fur et à mesure, hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Samia, très bien. Bon, mais du coup, ce qu'on va faire, Alexis, si vous êtes tous OK, c'est qu'on va commencer. Je vais commencer par te présenter rapidement, puisque je te laisserai la parole après. Donc, Alexis, toi, tu es de 1987 comme moi, hein, tu as 33 ans. Donc, tu as, Exactement. fait une thèse de biologie, c'est un peu le point commun de tous nos intervenants depuis le début. Ça va changer avec le temps. Une thèse donc entre 2011 et 2014, donc qui a duré 3 ans Oui, à l'Université de Bordeaux, au sein du CBMN, tu me diras un petit peu plus. Donc, une thèse en biologie et aujourd'hui, bon, tu es Key Account Manager ou encore ingénieur technico-commercial. Tu confirmes, c'est un peu la tout à définition en fait. français. Ce sont des Super, synonymes, oui, tout à fait. génial. Bon, ben, du coup, Alexis, ce qu'on va faire avant de peut-être commencer à parler de ta thèse, c'est que ben, comment tu as fait déjà pour décrocher une bourse de thèse? Ouais. Voilà, ça peut intéresser les gens qui sont en master de voir un petit peu les différentes possibilités, les conseils que tu peux donner justement. Tu vas nous raconter déjà comment toi ça s'est passé. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, donc moi j'ai commencé ma thèse en 2011. Finalement, pourquoi est-ce que j'ai fait une thèse? C'est finalement né d'une frustration, la frustration du master 2 où on n'a que 6 mois finalement pour mener à bien un projet de recherche. 6 mois, ça passe très vite. Et puis le temps d'être opérationnel, il s'écoule déjà quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une thèse parce que j'avais envie d'avoir 3 ans pour développer un projet de recherche. Alors moi, j'ai candidaté, c'était à l'école doctorale des sciences de la vie de Bordeaux. C'est un concours, donc en fait, il y a une première sélection sur dossier. Première sélection sur dossier. Ensuite, ils retiennent, je crois, une centaine de candidats qui passent un oral, donc devant un jury je sais plus, une quinzaine, une vingtaine de chercheurs, d'enseignants, chercheurs de l'université. Et suite à cet oral, alors on va pas rentrer dans le détail du concours, donc, mais suite à cet oral, donc il y a un classement qui est fait et donc en général il y a une dizaine d'offres de bourses fléchées, donc ils sont donnés aux 10 premières places. Donc ensuite ces personnes-là ont leur propre financement et peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent là où ils veulent. Et ensuite, il y a des laboratoires de recherche qui ont des financements et donc ensuite c'est à nous d'aller rencontrer ces laboratoires de recherche. Donc moi j'ai terminé, j'étais classé 32 Oui, dans le premier tiers, donc ce qui laisse quand même pas mal de choix sur le sujet de thèse. Et donc, une fois que le classement est tombé, on va rencontrer des équipes qui ont des financements pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Et donc, d'accord. c'est comme ça que j'ai continué. Donc, en thèse, comme tu disais, au laboratoire CBMN à Bordeaux, donc où j'ai fait une thèse en biologie avec une spécialité en biochimie, où je me suis intéressé à un petit compartiment cellulaire qui sont des cavéoles et j'étudiais notamment l'effet du stress oxydant sur ces cavéoles, donc à la fois au niveau biochimique et fonctionnel.
D'accord. C'était les myoblastes, non? C'est ce que tu me disais, c'est Tout cellules à fait, c'était des cellules de souris, des myoblastes C2, C12 qui étaient différenciés en myotubes, donc qui est l'unité de Ah, base du muscle. Et voilà, l'idée c'était de comprendre donc le rôle des cavéoles dans ces cellules suite à un stress oxydant. donc, du coup, ça t'a amené à beaucoup travailler à la paillasse, c'est ça? Tu ne travaillais pas chez Bah, 3 ans, non, c'était de 3 ans à la paillasse. paillasse, pipette, tube, salle de culture et on y va. Et on y va, Voilà, et ça pipette, exactement, magnifique. exactement. D'accord. Non, mais, Soirée week-end compris, comme tout bon doctorant voilà. qui se respecte. Non, mais tu confirmes, hein, c'est l'idée. Donc, tu as quand même beaucoup bossé pendant 3 ans. Tu n'as pas fait 4 ans de thèse, mais au moins, tu as fait le Ouais. minimum requis. Et puis, donc, cette thèse, elle s'est plutôt bien passée au niveau relationnel avec Oh, ton une, directeur, avec tes collègues. oh, une thèse qui s'est très bien passée. Les personnes dans le laboratoire et dans l'unité de recherche, très agréables, vraiment très bon contact. Également un environnement avec pas mal de doctorants, donc ça permet aussi de s'épauler et d'avancer à plusieurs, notamment pendant la période de rédaction, qui est une période très intense. Là, on n'a plus beaucoup de vie à côté, donc c'est quand même agréable d'être à plusieurs dans ces moments et de se serrer les coudes avec ses collègues. Oui, il me semble que tu m'avais dit que vous étiez 3 à rédiger votre thèse au même moment et à passer finalement à soutenir la thèse à peu près En à la même même temps, ouais, période. Donc c'était intense, mais en même tout temps, à ça fait. permet de se soutenir. Il y a eu quand même une bonne ambiance comme ça. On garde un super souvenir quand même de ta thèse, Tout à fait, malgré ce tout que à tu fait. me disais, ces moments un peu de solitude hein, à la paillasse où on est un peu seul finalement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, c'est aussi ce qui m'a poussé dans mon choix de partir dans le privé, et notamment sur des postes plutôt commerciaux. Moi, j'ai adoré la recherche. Hein, les 3 ans à la paillasse, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à maniper. Ce qui me manquait, c'est plus le côté humain. Alors, certes, effectivement, on a ses collègues, on a des collaborations avec d'autres équipes de recherche, mais le quotidien est quand même, c'est beaucoup de solitude à la paillasse. Et j'avais envie, voilà, de rencontrer du monde. J'aime bien ce côté voilà, de socialisation et on en parlera peut-être plus tard, mais effectivement, Ouais. le poste d'account manager Relationnel. permet d'allier les deux, garder un contact fort avec la recherche tout en ayant un côté relationnel important. Donc, on va y arriver à ce poste de account manager. Mais là, tout de suite, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé après ta soutenance. Donc, effectivement, un peu isolé, toujours à la paillasse, et te manquait ce côté relationnel. Mais tu ne savais pas tout de suite ce que tu voulais faire comme beaucoup de Non, gens après ta non. soutenance. Alors, pendant toute la période de mon doctorat, je me suis beaucoup investi dans une association de jeunes chercheurs, qui est l'association Aquidoc, qui est basée à Bordeaux. Donc, qui est l'association des jeunes chercheurs d'Aquitaine. Et le but principal d'Aquidoc, c'est l'insertion professionnelle des jeunes chercheurs dans le milieu hors académique. Donc, on est en plein dans Plein dans le dedans, là. thème. Voilà. Donc, il y a notamment un forum qui est organisé chaque année. Donc, je me suis investi dans l'organisation de ce forum. Et finalement, en organisant ce forum, ça m'a amené à rencontrer des docteurs qui faisaient autre chose que de la recherche. Et là, pour moi, ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Moi, j'avais commencé ma thèse bon, j'ai un parcours qui est 100% académique, hein, donc licence, master, doctorat. J'avais clairement en tête, voilà, on fait une thèse pour faire un premier postdoc, un deuxième postdoc, tenter des concours, les louper, refaire un postdoc. Voilà. Et à l'époque, étonnamment, cette dynamique ne me posait pas de problème. Voilà, j'étais C'est la suite logique, motivé. quoi. Voilà. Et finalement, avoir ces rencontres, donc finalement, c'est développer un réseau. Je me suis rendu compte qu'en fait, les possibilités après une thèse, c'était pas uniquement le postdoc, mais finalement, les possibilités sont infinies. Et la thèse, c'est un diplôme qui nous donne accès à des compétences. Ensuite, après, c'est à nous de valoriser ce profil-là sur la carrière qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, Aquidoc a clairement été une ouverture d'esprit sur la suite et c'est ce qui m'a permis aussi de partir dans le privé. Exactement. Et du coup, Alexis, malgré ça, vas-y. Ouais. Oui, vas-y, non. Non, ce que je disais, c'est quand même que tout ce que tu me racontes là, il y a quand même un message sous-jacent qui est fort à tous les doctorants, justement, de ne pas rester dans son labo, à la paillasse, avec ses pipettes, et de se couper un petit peu du monde extérieur. Donc, certes, la thèse, c'est prenant, on bosse énormément, on vient les week-ends, mais justement, Alexis, toi, tu as eu la chance d'être membre de cette association, et ça t'a ouvert l'esprit, tu as rencontré des gens, tu as fait du réseau, donc clairement, tu as un message à passer finalement à tous les doctorants ou même postdocs hein, qui travaillent dans la recherche. Non, tout à fait. C'est clairement une façon de s'ouvrir l'esprit et de se rendre compte déjà que c'est possible et de dédramatiser aussi cette partie après-thèse.
quand on est en thèse, on est focalisé à 100% sur la soutenance et la recherche. Finalement, on a une vision qui est très court terme ou moyen terme. On n'a absolument aucune vision sur ce qu'on veut faire après. Je pense que c'est important, dès le début de la thèse, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette thèse-là et quel est l'objectif derrière. Et une fois qu'on a l'objectif, qu'on sait où est-ce qu'on va aller, ça va être beaucoup plus simple pendant la thèse de mettre en place finalement des actions pour rencontrer les bonnes personnes et finalement se créer les opportunités. D'accord, donc super association. Donc on encourage vraiment les doctorants, postdocs à aller voir cette association d'étudiants, de doctorants, ces after-work qu'on a amené à rencontrer des gens qui nous parlent de leur métier. C'est juste génial et une mine d'informations très, très, très intéressante finalement. En tout cas, toi, ça t'avait pas mal aidé. On y reviendra parce que tu as même pu justement contacter quelqu'un suite à ces after-work et ces rencontres. Tu as même pu les solliciter au moment où tu cherchais du travail, il me semble. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est hyper important. C'est là où on voit l'importance de travailler sur son réseau. Néanmoins, tu as soutenu ta thèse. Qu'est-ce que tu as fait, Alexis? Tu as voyagé. Tu en avais besoin, je pense. Hein. Non, exactement. C'est vrai que la période de rédaction est tellement intense. J'avais besoin de souffler un peu. À l'époque, j'avais la chance d'avoir ma sœur qui habitait au Brésil. Donc, j'ai passé un mois là-bas. Et ensuite, donc, je suis revenu en France. Et là, je suis reparti 3 mois aux États-Unis, en Californie, parce que j'étais en contact avec un laboratoire du côté de San Diego. Et du coup, j'en ai profité pour aller les rencontrer. Il y avait la possibilité de faire un postdoc là-bas. Donc, c'était aussi l'occasion d'échanger là-dessus. C'est vrai que je me suis dit, bah voilà, si effectivement Vas-y. Excuse-moi, Alexis, non, je ne veux pas te couper. Termine. Après, je reprends. Non, je dis effectivement, voilà, si le postdoc, ça se fait, c'est très bien. Si ça ne se fait pas, bah, au moins, j'aurais passé 3 mois aux États-Unis. Ça permet de revenir avec une culture un peu différente et surtout d'être beaucoup plus fluent in English. Exactement, voilà. Alexis. Et la question que tout le monde se pose là en ce moment, je sais que ça brûle. Est-ce que tu as surfé à San Diego? T'as pas surfé, t'es parti jusqu'à là-bas, t'as pas surfé. Et non. Mais j'ai la chance d'habiter Bordeaux, l'océan Atlantique n'est pas très loin. D'accord, donc tu n'en as pas profité pour aller à la plage pour surfer, non, parce que là tu me parles d'entretien, tu es hyper sérieux. Non, mais j'en ai aussi profité pour découvrir effectivement la région. Ok, bon, mais très bien. Du coup, on est d'accord si on revient à notre fameuse soutenance après-thèse. Là, tu es en train de nous dire que quand même tu pensais post-doc. Et oui. C'est important, ça. Oui, non, tout à fait. Alors, c'est vrai que donc, ce postdoc là-bas, notamment aux États-Unis, à San Diego, ça me permettait surtout de voyager, de voir une autre culture. Et je me suis dit, si effectivement ça le fait, je vais saisir cette opportunité pour ces raisons-là. Même si, pendant toute ma thèse, j'avais quand même en tête à moyen long terme que clairement, je voulais partir dans le privé. Mais voilà, donc ce postdoc me permettait de voyager. Donc là, je vous parle, c'était en 2015. Je suis parti 3 mois, c'était avril, mai, juin. Et donc, je suis rentré en France début juillet. Et j'ai dû avoir une réponse finalement négative quasiment fin juillet, début août. La personne finalement n'avait pas eu le financement. Donc finalement, tout le mois d'août, donc j'étais de nouveau en France. J'ai continué à chercher des postdocs en Europe. C'est étonnant par rapport à tout ce que j'avais pu faire en thèse et les rencontres mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était plus simple de trouver un postdoc que de partir dans le privé. Et donc j'ai commencé à passer des entretiens et donc il y en a notamment un, donc effectivement tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est avec un laboratoire en Belgique. L'entretien se passe très bien. Bon contact avec le PI, bon dialogue. Moi, j'étais intéressé par leur projet de recherche, ils étaient intéressés par mon profil. Je raccroche de l'entretien, donc c'était via Skype. Et là, je me dis, mince, j'étais parti pour partir en Californie au soleil et je vais me retrouver en Belgique. Alors, c'est certainement un très beau pays, mais c'était quand même loin de l'idée de départ. Et c'est là où je me suis finalement reposé la question, faire ce postdoc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, j'avais toujours en tête de partir dans le privé. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, en faisant un postdoc quelque part, je choisissais, en tout cas de mon point de vue à l'époque, la facilité. Et je me suis dit, je vais faire un postdoc, ça va rien apporter en plus à mon profil pour postuler dans le privé, pardon. Ça va faire que finalement décaler l'échéance. Et la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je serai exactement dans la même dans 2 ans. Donc c'est là où j'ai décidé d'arrêter de chercher des postdocs et j'ai complètement orienté ma recherche de boulot à 100% dans le privé. C'est très intéressant. Et donc là on doit être fin août, début septembre 2015.
Donc là, je me remets sur Indeed, en fait. Juste, Indeed, Alexis, pour revenir à oui. ce moment-là qui a été un déclic finalement pour toi, c'est-à-dire que Oui. tu cherches un postdoc, ça ne marche pas à San Diego, tu retentes en Belgique, et ce moment-là où vraiment tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est hyper important, tu vois, de te dire, bon, ben, c'est quoi mon projet professionnel, tu vois? Et là, tu t'es vraiment, et je pense que ça me fait penser à l'histoire aussi d'Anaïs qui a été interviewée par Delphine, elle n'a pas eu le financement aussi, et elle s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et donc là, tu t'es dit, mais faire un postdoc, pourquoi faire? D'autant plus que toi, tu étais attiré par le privé. Donc, finalement, c'est pas cohérent, c'est contradiction. Finalement, tu t'es retrouvé face à ces contradictions et tu te dis, mais ouais, en fait, non, je voulais faire un postdoc pour voyager, pour la langue, tu vois, c'était pas sur des critères vraiment importants et professionnels. Et c'est là où vraiment tu t'es dit, bon, mais non, là, je focus vraiment sur mon projet professionnel qui est de rejoindre le privé. Par contre, est-ce que tu avais une idée du métier à ce moment-là, quand même, ou pas? Alors, j'avais surtout des envies. Voilà, après, en général, si on fait une thèse, c'est quand même, on est passionné par le monde de la recherche et la recherche en général. Donc, clairement, je voulais avoir un boulot, un métier qui me permettait de rester en contact avec ce monde du life science de manière générale. C'est quelque chose que je voulais garder parce que ça me plaisait. Et on en parlait un peu tout à l'heure déjà. J'avais un peu cette frustration où il y a finalement on est quand même très très seul pendant la thèse et j'avais envie de plus de relations humaines et finalement en ayant au cours d'Akidoc aussi discuté avec des personnes qui faisaient ces métiers-là, c'était clairement le métier presque parfait pour allier les deux, à la fois avoir un contact quotidien avec le monde de la recherche et donc exploiter les compétences finalement de doctorant, de docteur, et avoir un côté, le côté commercial qui donnait finalement la relation client et le contact quotidien avec des personnes en essayant de comprendre leurs problématiques. Donc c'est pour ça que je me suis orienté là-dessus. Deux choses, Alexis. Toi, tu me disais que durant ta thèse, tu avais fait beaucoup de paillasse, d'accord? Et tu me dis maintenant qu'en fait, tu étais attiré toujours par le côté scientifique. Tu voulais quand même travailler dans le domaine scientifique. Est-ce que la paillasse, ça t'a jamais manqué, justement? Est-ce que jamais tu t'es dit, ça te dérangeait pas de quitter la paillasse, Alors, de plus faire de la paillasse? non, parce que finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui construit sa carrière dans la recherche, c'est-à-dire qu'il va faire un doctorat, il va faire un ou plusieurs postdocs. Dans le cas idéal, il va être recruté au CNRS ou à l'INSERM, ou d'ailleurs sur des postes de maître de conférence. Donc, quand on est maître de conférence, on passe quand même beaucoup de temps à l'enseignement et on consacre quand même beaucoup moins de temps à la recherche. Et quand on devient chargé de recherche, directeur d'équipe, directeur de laboratoire, on passe quand même beaucoup de temps à écrire, à la fois pour écrire des papiers, pour écrire des demandes de financement. Et finalement, le temps passé à la paillasse devient très faible. Donc c'est pour ça que je me projetais pas sur ces métiers-là, parce que moi ce qui me plaisait c'était la paillasse et j'avais pas envie de passer mon temps à écrire des projets, c'est pas ce qui me plaisait. Donc c'est pour ça que finalement tourner la page avec la recherche à proprement parler, dans tous les cas, même si j'avais fait une carrière scientifique, j'aurais dû passer ce cap également. Très bien. Et c'est très important, du coup, à ce moment-là, de se poser les bonnes questions, tu vois. Tu disais, ben, moi, je veux le relationnel. C'est important pour toi, ce relationnel. La paillasse, tu as absolument raison de dire que finalement, quand on est chercheur, on passe très peu de temps à la paillasse. Donc, de toute façon, que tu aurais continué peut-être postdoc ou tu aurais passé le concours, la paillasse, tu l'aurais quitté. Donc, tu serais peut-être passé beaucoup de temps à faire des demandes de financement et c'est aussi un isolement quelque part. Tu passes du temps à écrire et tout ça. Tu es aussi isolé. Je pense que ça t'aurait jamais correspondu. Donc, tu savais que tu voulais du relationnel, être en contact avec les gens. N'empêche, l'idée d'être commercial, quand est-ce qu'elle était vraiment venue? Quand est-ce que tu as eu ce truc-là de... Parce que je dis ça juste Alexis parce que tu sais que les gens, voilà, ils peuvent avoir des idées reçues sur les métiers commerciaux, ils peuvent même mal comprendre. Donc, tu es là aussi pour nous éclairer là-dessus. Oui. Non, mais c'est là où l'importance du réseau, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces métiers-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en contact avec des personnes qui étaient commerciales. Alors, dans le monde du life science ou pas du tout d'ailleurs. Et je leur ai demandé de m'expliquer leur métier, à quoi ça correspond, de quoi c'est leur quotidien. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai décalage entre ma vision que j'avais du commercial et la réalité du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui fait une thèse pour devenir commercial, soyons clairs. En général, l'image qu'on a du commercial, c'est le mec qui passe dans le couloir et qui vient me déranger pendant que je suis à la paillasse. Alors effectivement, il y en a, il faut pas se mentir, il y a des commerciaux qui travaillent comme ça. Moi, c'est pas ma façon de faire. Quand je suis chez moi et qu'on vient sonner à la porte alors que je suis en conversation avec vous pour me vendre des fenêtres, on me dérange.
parce que je fais autre chose et c'est exactement, je pense, en tout cas, un chercheur qui a la paillasse, il a autre chose à faire que discuter avec un commercial. C'est pas le bon moment pour rentrer en contact avec lui. Donc moi, c'est pas ma façon de faire et voilà, ça reflète pas l'activité commerciale. Ok. C'est pas ça être commercial. Voilà, c'est pour ça que tu vas nous éclairer justement sur le métier de commercial. Donc juste pour revenir à ta recherche, donc il y a eu ce postdoc en Belgique. Finalement, tu t'es dit non, tu t'es posé les bonnes questions et puis tu as dit bon, maintenant je vais orienter mes recherches vers le privé et tu as commencé à postuler. Et les types de postes qui correspondaient finalement à tes attentes, en tout cas l'aspect relationnel, entrer en contact, toujours avoir ces contacts avec les chercheurs, tout ça, et bien, ce qui ressortait dans tes recherches, c'est quoi finalement comme type de métier? Il y a le côté ingénieur technico-commercial, ce sont des métiers qui recrutent à l'époque et qui recrutent toujours. Très clairement, il y a des belles carrières à faire dans ces métiers-là et ça recrute sur des niveaux doctorat, sortie de thèse ou sortie de postdoc. Il n'y a pas besoin de faire de formation complémentaire ou une école de commerce en parallèle. Non, il y a des entreprises comme Thermo Fisher, par exemple, qui recrutent de jeunes chercheurs sur des postes commerciaux. Donc vraiment, intéressez-vous à ces postes-là. Là, récemment, chez Thermo Fisher, il y en avait trois qui étaient ouverts. Quand on regarde dans les entreprises, c'est très dynamique. Voilà. Super, ça c'est un très bon point à souligner. Donc, c'est un domaine qui recrute et qui recrute des docteurs. Hein. Et pourquoi c'est important de recruter des docteurs pour Thermo Fisher, par exemple? Ouais. Alors, en fait, si vous voulez, si quelque part, donc, en tout cas, ce qui est cherché sur ces métiers-là, c'est l'expertise scientifique. Moi, aujourd'hui, mon quotidien, c'est de discuter avec des chercheurs de leurs projets de recherche. Sans background scientifique, c'est quand même compliqué de parler manip, de parler qPCR, Western blot ou cytométrie pour des personnes qui n'en ont jamais fait avant. Donc aujourd'hui, l'entreprise considère que c'est quand même beaucoup plus simple de former un scientifique à du commercial, s'il a déjà la fibre commerciale et le goût du relationnel, que former un commercial pur au scientifique. Voilà. Et un commercial n'a pas les 3 ans d'expérience que vous avez quand vous êtes à la paillasse. C'est quand même important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon métier, c'est commercialiser les produits que j'utilisais quand j'étais à la paillasse. Donc, il faut quand même en avoir conscience que vous savez de quoi vous parlez quand vous êtes un ingénieur technico-commercial. Très intéressant. Effectivement, tu commercialises des produits que toi, tu as été amené à utiliser pendant 3 ans, voire plus, durant ton doctorat. Donc, tu es le mieux placé finalement pour aller conseiller ces chercheurs. Et donc, comme tu sais ce qu'ils vivent au quotidien, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est top. Donc, du coup, juste pour revenir à ta recherche d'emploi, Alexis, à ce moment-là, tu cherches dans le privé, donc tu avais des mots-clés dans ta tête, et ça s'est passé très vite, en fait. Et ça rejoint ce que tu disais, parce que ça recrute. Donc, tu avais sur 10 candidatures, tu vas nous raconter, ça allait très vite. Oui, alors à ce moment-là, donc sur le mois de septembre 2015, j'ai dû postuler à une dizaine d'offres. J'ai dû répondre à une dizaine d'offres. Sur ces 10 offres, j'ai eu 3 retours. Donc 3 entreprises avec lesquelles j'ai commencé à rentrer dans un processus de recrutement. Il y en a une où je me suis arrêté avant la fin parce que j'avais déjà une réponse positive des 2 autres. Et les 2 autres, je suis allé jusqu'au bout et les 2 entreprises me prenaient. Donc au final, j'ai eu le choix de l'entreprise pour laquelle travailler. Alors ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre, mais dans mon expérience personnelle, ça a été beaucoup plus simple de trouver un boulot dans le privé qu'un postdoc dans le public. C'est incroyable. C'est chaud, c'est effectivement, mais voilà, c'est la réalité. Et parce que aussi, comme ce sont des postes qui sont, je pense, peu visés par des jeunes chercheurs, forcément, il y a moins de concurrence en face. Donc, plutôt de postuler à un postdoc où il y a peut-être 20 ou 30 candidats, sur un poste commercial, alors je ne suis pas RH, hein, mais il y a peut-être moins de candidatures en face. Donc, juste Alexis, est-ce que du coup, ça t'a aidé? Parce que tu me disais que durant Akidoc, les associations des afterwork, tu avais discuté avec des commerciaux justement qui faisaient ce type de métier. Tu savais à quoi ça correspondait avant de postuler ou tu en avais une idée un petit peu vague? Alors, là où ça m'a énormément aidé, alors sur la partie commerciale, soit j'avais des contacts avec des commerciaux qui à l'époque étaient dans le laboratoire où j'étais. Et puis voilà, après un rôle de commercial, j'ai aussi interrogé des personnes de ma famille qui ont ce travail-là, pas dans le domaine du life science, mais dans le domaine. Au final, on recoupe les informations et on se rend compte que la dynamique et le quotidien est souvent similaire, même si les produits vendus in fine sont pas les mêmes.
Là où ça m'a beaucoup aidé à Kidoc, c'est-à-dire que moi, j'avais jamais postulé à l'époque dans une entreprise. J'avais jamais fait un CV pour le privé. Il faut savoir qu'un CV pour le privé, ça n'a rien à voir avec un CV pour un postdoc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à bosser mon CV et il y a un moment où on prend son téléphone. Bonjour, on s'était rencontrés sur Akidoc. Je vous avais invité en 2013 au forum. Voilà, je postule dans le privé. J'ai mon CV. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil? Voilà. Il suffit que la personne en face dise oui. Ouais. C'est gagné. Et, voilà. ouais, Et la personne en face, et là où les personnes en face ont dit oui, ont accepté de m'aider, clairement. Et voilà, donc on a un retour, on sait que son CV, une fois qu'il est fait, il est adapté à l'entreprise parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. En plus, la personne avec qui j'ai sollicité faisait également du recrutement dans l'entreprise dans laquelle elle était, donc elle savait de quoi elle parlait, donc je savais que mon CV était adapté au monde de l'entreprise. Génial. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, solliciter le réseau. Et parfois, il faut y aller. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du culot, mais oui, contacter la personne directement, lui dire, voilà, est-ce que vous pourriez regarder mon CV ou est-ce qu'on peut discuter? Il ne faut pas se retenir pour le faire. Je pense que c'est ce qu'on appelle travailler son réseau et il faut y aller, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens, peut-être, Alexis, qui n'osent pas dire je vais déranger, etc. Non, tout à fait. Non, mais je pense qu'il faut dédramatiser ça. En général, on oppose souvent le doctorat ou le monde de la recherche au monde, on va dire, de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, si demain, par exemple, vous devez développer une manip, je vais dire de n'importe quoi, de QPCR et que personne dans votre équipe n'a jamais fait de QPCR, vous n'allez pas repartir de zéro. Vous allez regarder dans votre institut, est-ce qu'il y a des gens qui font de la QPCR? Vous allez vous rapprocher de ces gens-là pour leur demander des conseils. Comment est-ce que je vais mettre en place la manip? Qu'est-ce que je dois faire? Et ayez exactement la même démarche quand il s'agit de développer votre réseau. Vous avez une question, cherchez des personnes qui peuvent vous aider à répondre à cette question-là. Voilà. Dans le pire des cas, les personnes ne vous répondent pas, c'est pas bien grave. Il suffit que ça réponde dans 10% des cas. Pour avoir une réponse, il faudra contacter 10 personnes. C'est tout. Exactement. Ça me revient, Alexis, à ce qu'on avait discuté justement. Tu me disais que finalement, les chercheurs, les doctorants vendent leurs produits, qui est leur sujet de recherche, pendant des congrès, pendant des meetings. C'est très intéressant la réflexion que tu as eue. Sans s'en rendre compte, on vend tout le temps. Non, tout à fait. Effectivement, la vente est souvent mal perçue. Et puis moi, j'avais pas forcément également j'avais une mauvaise perception de la vente quand j'étais en doctorat. Aujourd'hui, on passe nos vies, enfin tout le monde, quel que soit son poste, à vendre. Aujourd'hui, quand vous êtes en votre soutenance de thèse, il va falloir défendre votre projet de recherche pendant 2-3 heures devant un jury qui va essayer par tous les moyens de vous déstabiliser ou d'essayer de vous accrocher sur les points un peu bancals de votre sujet de thèse. Qu'est-ce que vous faites pendant 3 heures? Vous vendez votre projet, vous montrez qu'effectivement c'est solide, ça tient la route, qu'effectivement il y a peut-être des parties un peu bancales, vous en êtes conscient, mais par contre vous savez que pour arranger ces parties un peu bancales, il faut faire telle manip et telle manip. Voilà. Donc aujourd'hui, la soutenance de thèse, c'est quelque part, alors on va appeler de la valorisation dans la recherche, mais ça reste de la vente. Quand un chargé de recherche, un directeur d'équipe ou directeur de laboratoire écrit une demande de financement, donc il va valoriser le travail de l'équipe pour obtenir un financement, on valorise le projet de recherche. Donc c'est quelque chose finalement vous faites au quotidien. C'est ce que vous avez déjà fait lors de votre oral de Master 2. C'est ce que vous faites quand vous faites une réunion d'équipe et que vous présentez vos résultats de recherche. C'est ce que vous faites en congrès, en séminaire, quand vous présentez vos résultats, votre poster. Voilà, donc la vente, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous en faites déjà. Voilà, exactement. Il faut dédramatiser. Vente, ça commence par V comme valoriser. C'est le message d'Alexis aujourd'hui. C'est vrai que quand on entend vente, un chercheur dit ouais, dans la vente, c'est pas notre domaine, etc. Non, même quand vous avez été docteur, vous avez été amené à valoriser votre travail, à le défendre, même en soutenance. Je pense qu'après avoir fait un doctorat, quand même, on sait ce que c'est que se vendre, quoi, que valoriser quelque chose, son travail, se valoriser. Mais après, il faut aller chercher dans des ressources. Peut-être qu'au départ, ça peut paraître compliqué, mais c'est un travail à faire sur soi-même, je suppose, Alexis. Donc, non, tout à fait. Juste par rapport à ça, aujourd'hui, adoptez la même méthodologie que vous avez actuellement dans vos travaux de recherche. C'est-à-dire que vos travaux de recherche, vous avez une question scientifique. À cette question scientifique, pour répondre, vous allez mettre en place des manip 1, manip 2, manip 3, que vous allez échelonner dans le temps. La semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Le mois prochain, qu'est-ce que je fais? Le trimestre prochain, qu'est-ce que je fais? Pour répondre à cette question-là. Dans votre recherche d'emploi, faites exactement la même chose. C'est-à-dire que définissez votre projet, où est-ce que vous voulez aller, quels sont les métiers qui vous intéressent, et ensuite décortiquez ça en action à court, moyen et plus long terme. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire après un doctorat. Commencez à chercher sur Internet quelles sont les possibilités.
vous allez sortir peut-être une liste de 10 possibilités. Sur les 10, peut-être une shortlist de 3. Et ensuite, sur ces 3, ben, allez un peu plus loin. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Donc, les points forts, c'est très bien. Il faudra les mettre en avant. Les points faibles, bon, ben là, attention, il va falloir soit les travailler, soit vous avez peut-être déjà travaillé. En tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que lors de l'entretien, on va venir vous chercher sur ces points faibles. Vous challenger. Non, mais merci pour tous ces conseils. Je pense qu'ils sont très précieux. Et juste, Alexis, peut-être avant de parler de ton métier d'aujourd'hui, juste un petit point. Tout à l'heure, tu me disais, oui, mais justement, le métier de commercial, je l'ai apprécié ou j'ai essayé de le comprendre en sollicitant les gens, et notamment des gens de ta famille. Et c'est vrai que la question que j'ai envie de te poser, c'est comment ton entourage ont apprécié ta décision de te retourner vers un métier technico-commercial plutôt que de continuer dans la recherche. Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, moi j'ai jamais. C'est vrai que souvent on parle de changement de carrière, de réorientation, de virage. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la thèse, ça mène pas encore une fois qu'au postdoc. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, finalement, c'est une suite logique. C'est un parcours dans votre projet professionnel. Donc, ils l'ont pas bien ou mal pris puisque c'était logique et cohérent par rapport à là où je voulais aller en termes de poste. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important de le voir comme ça. Ne pas voir la thèse comme une fin en soi, mais vraiment voir la thèse comme une étape de son parcours professionnel. Tu sais, je t'ai posé la question, Alexis, parce qu'une fois, j'ai discuté justement avec une personne doctorante, donc qui a soutenu sa thèse et qui s'est dirigée justement vers un métier technico-commercial. Et elle me disait que sa famille, son entourage ne la comprend pas. Ils l'ont bouté pendant un bon moment en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rates ta vie, etc. Parce qu'il voulait absolument qu'elle devienne chercheuse, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois, des situations où l'entourage ne comprend pas. Et c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. Donc, il y a un vrai travail de pédagogie, expliquer, ben oui, je fais ce job parce que j'aime ça. Et ça n'empêche, et là, la question revient bien à ce moment-là, ton doctorat, est-ce qu'il t'aide aujourd'hui dans ton métier? Est-ce que vraiment tu sens que ça t'apporte il m'aide tous les jours. C'est-à-dire que voilà, quand on parle de protéomique, de PCR, d'enzymes, bon, voilà, si on n'a pas fait de thèse, c'est des choses qui sont pas forcément. Alors pour nous, en thèse ou avec un doctorat, c'est notre quotidien. Donc ça nous paraît simple. Oui. Mais allez voir votre grand-mère et dites-lui, je travaille sur la mutation de la protéine X, etc. Voilà, c'est normal parce que dans votre écosystème, mais finalement sorti de cet écosystème-là, vous vous rendrez compte que ce que vous faites, c'est quand même exceptionnel. Hein. Je crois qu'il y a moins de 1% de la population qui a un doctorat. Oui. Donc, tout domaine confondu. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire une thèse et de maîtriser. Exactement. Et même au-delà de l'aspect scientifique, je pense que durant ton doctorat, tu as pu acquérir des compétences qui t'aident aujourd'hui, justement, la résilience, ce genre de choses. Tout à fait. Déjà, l'organisation, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, hein, la façon de s'organiser, la démarche scientifique, aujourd'hui, c'est ce que j'applique au quotidien dans mon travail de commercial. Alors, la finalité n'est pas la même, mais la démarche est exactement la même. C'est-à-dire qu'en tant que commercial, j'ai un objectif. Pour atteindre cet objectif, je le découpe en objectifs quotidien, par semaine, trimestriel, etc. Et puis, c'est comme la thèse, hein, la manip, elle ne marche pas. Donc, on avait un beau plan qui était déroulé. Et dès la première manip, on se rend compte qu'on s'écarte de l'objectif. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajuste, on se réfléchit, on se challenge et on remet en place un plan correctif, nouveau plan d'action et on continue, on déroule. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui au quotidien dans votre thèse. Je pense qu'il n'y a personne qui passe 3 ans en disant tout ce que j'ai fait, ça a fonctionné, c'était magnifique. C'est fait de galère, ma protéine, elle ne sort pas, je ne comprends pas, je fais tout comme il faut, je ne la vois pas au Western blot, qu'est-ce que je fais mal? Voilà, et donc on se pose les questions, qu'est-ce que je peux changer dans ma manip pour améliorer mon résultat à la fin? Là, c'est exactement la même chose sur un métier de commercial. Hein. Si les résultats ne sont pas bons, on se pose la question, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je ne suis pas bon? Et on ajuste comme ça au fur et à mesure. Exactement. Je pense que tu as vraiment tout dit, Alexis. Donc, du coup, maintenant, si on peut juste parler un petit peu de ton métier d'aujourd'hui, en fait, à quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est que le technico-commercial chez Thermo Fisher? Tout à fait. Alors, donc effectivement, technico-commercial, account manager, donc gestion de comptes clients. Et alors moi, je suis key account manager parce que j'ai en charge des grands comptes. Mais effectivement, ce sont des synonymes avec ingénieur technico-commercial, ingénieur commercial. Donc en fait, moi j'ai en charge des clients et mon quotidien, c'est d'échanger avec eux, de comprendre leurs problématiques de recherche et comment est-ce que je peux les aider
à résoudre des problèmes avec le portefeuille de produits Thermo Fisher Scientific. Peut-être prendre un exemple, ce sera plus parlant. Si par exemple un chercheur fait de la qPCR et sort des CT d'Ardif, par exemple, eh bien, mon rôle, ça va être de discuter avec lui, de comprendre sa manip, qu'est-ce qu'il utilise, du Cyber, du TACMAN, comment est-ce qu'il fait son étape de reverse transcription, comment est-ce qu'il fait l'extraction de ces acides nucléiques, des résines, des billes, etc. Peut-être même la façon en amont, la façon dont il cultive les cellules. Donc, en fonction de cette analyse, il y a peut-être des produits aujourd'hui qui sont beaucoup plus performants que ce qu'ils utilisent actuellement, qui peuvent apporter des meilleurs résultats, ou des méthodes alternatives, comme par exemple de la direct qPCR, où on passe de la cellule quasiment au résultat, sans étape d'extraction, donc qui permet de gagner du temps. Voilà. Donc, c'est vraiment ça mon quotidien, c'est de comprendre, de discuter, d'échanger avec les chercheurs, de comprendre leurs problèmes, leur cahier des charges, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, et ensuite, c'est à moi, avec le portefeuille de solutions Thermo Fisher, de les orienter vers la solution qui me semble la plus adaptée. Alors après, moi, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, Thermo Fisher, sur un laboratoire qui fait des sciences de la vie, on peut quasiment tout proposer. Donc, on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, en support, on a des personnes qui vont être beaucoup plus spécialisées. On a des supports techniques. Et ensuite, c'est à moi d'échanger avec ces personnes-là pour apporter une réponse la plus pertinente possible aux clients. Juste, Alexis, je fais juste une petite parenthèse pour tout le monde. N'hésitez pas à allumer vos caméras, c'est le moment de poser les questions. Donc, on vous attend là-dessus. Juste, Alexis, tu disais que je vais rencontrer les chercheurs. Alors déjà, c'est tout type de chercheurs. Est-ce que c'est du doctorant au postdoc, au directeur de recherche? Et est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est public? Là-dessus, tu peux me donner un peu plus de précision? Alors, au niveau des chercheurs, c'est absolument tout le monde, doctorants, techniciens, ça peut être la personne qui gère le magasin, ça peut être ingénieur, doctorant, postdoctorant, directeur d'équipe, directeur de laboratoire, directeur d'institut. On va refaire le parallèle avec les compétences en thèse, savoir d'adapter son discours en fonction de la personne qu'on a en face. Quand vous expliquez votre sujet de thèse à votre directeur de laboratoire, vous n'allez pas employer les mêmes mots et avoir le même discours que quand vous expliquez votre sujet de thèse à votre grand-mère. Donc, c'est aussi une compétence qu'on a en tant que docteur. Aujourd'hui, c'est aussi mon quotidien d'adapter le discours en fonction de la personne en face pour être sûr que le message qu'on délivre est bien audible et compris par la personne. Alors, moi, j'ai essentiellement des clients qui sont académiques. Mais voilà, mes collègues travaillent également avec toutes les biotech, les entreprises pharmaceutiques, tout le domaine, tout le monde des life science, on travaille avec eux. Notamment en ce moment avec la mise au point de vaccins, des tests qPCR, donc on est aussi présent dans ce domaine-là. Donc effectivement, l'hospitalier et le médical, je ne l'ai pas dit, mais on est également présent partout. Voilà. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Enchantée, tu es la bienvenue, on t'entend. Bonjour. J'avais juste une question pour Alexis. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que être commercial c'est ta vocation ou est-ce que tu te vois faire autre chose dans ta carrière dans le privé? Alors très bonne question et je pense aussi un des gros avantages du privé, c'est une fois qu'on a mis le pied dedans, on peut aller sur d'autres postes. Aujourd'hui, donc je suis key account manager, donc je suis en contact direct avec des clients. En termes d'évolution professionnelle, il y a tout à fait possibilité d'évoluer sur des postes de manager. Donc ne plus être vendeur soi-même et de gérer une équipe de vente. On peut évoluer sur des postes on va dire plus corporate account, quand on prend par exemple des grandes entreprises pharmaceutiques qui sont présentes dans le monde entier. Bon, bien évidemment, il y a des contrats avec Thermo Fisher qui sont négociés au niveau de l'Europe ou de la planète. Donc ça va être également une évolution possible. Et puis, il y a d'autres possibilités, être spécialiste dans un domaine, donc sur des postes de technical sales spécialiste, par exemple, donc plus spécialiste sur de la biologie moléculaire, sur de la protéomique. Notre débouché possible, pourquoi pas faire du marketing. C'est aussi aujourd'hui, quand une entreprise comme Thermo Fisher fait du marketing, il faut quand même que les personnes qui font le marketing comprennent à quoi servent les produits pour être pertinent dans la façon de présenter ces produits-là. Donc, effectivement, en termes d'évolution de carrière, il y a beaucoup de possibilités. Aussi bien, alors une fois que vous êtes dans l'entreprise, aussi bien dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais également dans d'autres entreprises. Et je pense que le plus compliqué à faire, c'est justement de passer de la thèse à l'entreprise. Une fois que vous êtes dans l'entreprise, je pense que derrière, ce sera beaucoup plus simple de naviguer.
Moi, quand j'étais doctorant, j'ai jamais été sollicité par personne pour des offres de poste. Depuis que je suis chez Thermo Fisher, je reçois régulièrement des propositions de chasseurs de tête. Et là, depuis le début de l'année, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une forte accélération. Je suis pas mal sollicité. Donc, effectivement, derrière, les possibilités sont larges, quoi. Que vous voulez, quoi. Voilà. Et est-ce que tu sens, parce que du coup, moi, j'ai l'image du commercial de quelqu'un qui est affecté, par exemple, à une région entière et qui passe son temps à se balader un peu partout en France. Oui. Est-ce que pour toi, du coup, est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu sens que tu passes beaucoup de temps sur la route ou pas par rapport à ta vie personnelle? Oui. Alors, en fait, il y a deux types de commerciaux. On va dire plutôt des commerciaux, ce qu'on appelle inside sales. Donc, c'est des gens qui sont basés en général au siège de l'entreprise. Donc, eux ne se déplacent pas ou très peu. Donc, ont essentiellement des contacts avec les clients par mail, par téléphone ou par visio. Et ensuite, il y a des postes, ce qu'on va appeler plutôt terrain, donc comme celui que j'ai, où effectivement, moi, je couvre, alors pas une zone géographique, mais plutôt, on va dire, 3 villes, donc qui sont des comptes ciblés dans ces villes-là. Et donc, effectivement, je suis amené à me déplacer chez ces clients. Donc, actuellement, avec le Covid, on est fortement limité. Mais sinon, en temps normal, on va dire, si on prend 4 semaines, je dois être en déplacement 3 semaines sur 4. Et je suis en général en déplacement du mardi au jeudi. Voilà, 3 jours par semaine. Okay, donc, en fait, tu pars sur le site de ton client, tu y restes quelques jours et ensuite, tu reviens, Tout à fait. Tu reviens sur ta ville. Tout à fait. Ouais. Donc là, effectivement, ça se passe en voiture parce que ce sont des distances qui sont raisonnables. Et puis après, sur des collègues par exemple, qui sont en général, plus vous êtes spécialisé, plus le territoire va être grand. Donc ensuite, mes collègues se déplacent soit en train, soit en avion. D'accord. Voilà. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un statut cadre. Donc, ça laisse quand même, en tout cas, moi, j'ai 100% de marge de manœuvre dans l'organisation de mon emploi du temps. S'il y a une semaine où je préfère rester à Bordeaux, à ce moment-là, j'organise des rendez-vous avec mes clients sur Bordeaux. Et puis, alors, voilà, ensuite, on organise son agenda et son emploi du temps comme on le souhaite. Ok, merci. Merci, Sarah. On va peut-être poser, du coup, bonjour, Dounia. On ne t'entend pas, Dounia. Par contre, il faut activer le micro. Ouais, juste activer le micro. Et merci beaucoup, Sarah, pour les questions. De rien. Merci à vous. Ah, on a toujours un souci avec Dounia qu'on n'entend pas. Ah mince alors, dommage. Ah, c'est coupé. On ne t'entend pas du tout. On ne t'entend pas, mais quand je vois l'image, il me semble qu'on se connaît, Dounia. Ah, voyez. On se connaît, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de ton travail, Alexis, ou Non, je pense que Dounia était en master quand j'étais en thèse. Ah, Bordeaux, Dounia, CBMN. Bordeaux. Si Ah, dommage qu'on ne t'entend pas, Dounia. Oh là là. Est-ce que tu peux poser tes questions par écrit? Reste avec nous, mais pose ta question par écrit. Alors, on attend la question de Dounia qui va bientôt arriver. Et les autres, n'hésitez pas à allumer vos caméras, à poser vos questions. Si vous ne voulez pas allumer la caméra, posez votre question par écrit et je la passerai à Alexis, il n'y a aucun souci. Ah, ça me fait très plaisir de te voir, Alexis. Un joli message déjà dans le chat. Merci, Dounia. Plaisir partagé. Voilà. Non, peut-être juste pour le temps que quelqu'un prenne la parole. C'est vrai que quand on en thèse, il y a également quelque part une excitation, notamment quand on a le résultat qui nous convient, quand on a passé des semaines à lutter et qu'enfin on la voit, cette protéine, et que notre traitement a bien un effet dessus. Quand on fait le parallèle finalement à la vente, aujourd'hui on a un peu clairement les mêmes sensations quand on a un dossier, on a de la concurrence en face, qu'on arrive à échanger avec le client, à le convaincre qu'effectivement notre solution est la plus adaptée à son besoin et qu'au final on signe le. C'est très intéressant ce que tu dis, Alexis. Donc il y a ce côté challenge, défi. Alors si on aime ça et qu'on aime la compétition, tout ça, on est servi pour le coup dans un job commercial. Tout à fait. Alors des objectifs, les atteindre. Bon, ben du coup, Dounia, je vois si. Alors peut-être tu es en train de créer une question. En attendant d'avoir ta question, peut-être qu'on peut laisser Marina poser sa question. Bonjour Marina. Je poserai ta question, Dounia, juste après, Dounia. Mais prends ton temps.
Ok, bonjour à tous. Déjà, merci Alexis pour cette présentation, c'était très intéressant. Bonjour. Et du coup, j'avais une petite question, enfin deux questions. Une par rapport à, qui se rapproche un petit peu à celle de Sarah, c'est du coup, votre rôle, c'est vraiment, c'est à vous d'aller solliciter les clients. C'est pas les clients qui viennent à vous, c'est vraiment… Alors, il y a les deux. Ou Il y a les c'est deux. un… Les deux existent. Hein. On a beaucoup de. Alors, c'est vrai que bon, tout à l'heure, quand on parlait du boulot de commercial, hein, effectivement, finalement, le quotidien est organisé en deux temps. Effectivement, il y a le temps client, où on passe du temps avec nos clients. Alors, aujourd'hui, beaucoup en vidéo, mais sinon, en allant les voir. Il y a également un temps administratif, c'est-à-dire que suite au rendez-vous, à la visite, on va avoir pas mal de choses à faire, peut-être des informations complémentaires à envoyer, des réponses que je n'avais pas au moment de la visite. À ce moment-là, contacter mes collègues spécialisés et ensuite, moi, faire un retour au client, peut-être des offres de prix également. Et pendant qu'on était chez notre client, on a eu un nombre de mails en général assez important qui est aussi arrivé dans la boîte mail, des coups de téléphone, et tout ça, il faut le traiter. Donc, c'est vrai que c'est un métier aussi qui demande beaucoup d'organisation pour ne pas être submergé et toujours bien garder en tête ses priorités et voilà, arriver à prioriser les demandes. D'accord. Et après, j'avais juste une question niveau… la façon dont vous avez postulé justement au poste. Est-ce que sur la fiche de descriptif du poste, à chaque fois, il y avait vraiment bac plus 8? Parce que justement, en ce moment, je suis en recherche active d'un job et il y a rarement écrit doctorat quand même. Il y a souvent écrit ingénieur ou bac plus 5, mais doctorat, c'est assez rare. Alors, je ne l'ai plus en tête. Je pense qu'il va y avoir marqué bac plus 5 minimum et bac plus 8 ou doctorat recommandé. En général, c'est formulé comme ça. Par contre, si le boulot vous plaît, ne vous limitez pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ils cherchent peut-être un ingénieur ou un master. Vous avez un doctorat, postulez. Encore une fois, ce ne sera peut-être pas le job de vos rêves, le premier, mais au moins, vous aurez mis un premier pied dans l'entreprise. Et derrière, une fois que vous avez passé le cap, ça change complètement votre profil. Parce qu'aujourd'hui, un recruteur, vous êtes chercheur. Voilà, vous sortez du laboratoire. En fonction de l'entreprise, certains, des fois, ont une méconnaissance quand même du monde de la recherche. Et au même titre, quand on est doctorant, on a une mauvaise image du commercial. Le doctorant, enfin le recruteur peut avoir aussi une mauvaise image du doctorant. Par contre, une fois que vous êtes passé de l'autre côté, où vous avez une première expérience dans le privé, votre profil change complètement. Vous n'êtes plus chercheur, vous êtes professionnel, ingénieur commercial, par exemple, avec un background de recherche. Donc, vous limitez pas. Dans tous les cas, une offre d'emploi, le recruteur cherche en général le mouton à 5 pattes. Ils vont demander de l'expérience, de la disponibilité. Voilà. Il ne faut pas se limiter. Il y a aussi une part de chance dans le processus de recrutement. Vous ne savez pas qui vous avez en face. Si effectivement, ils ont un candidat qui remplit parfaitement à leurs critères, vous ne serez pas prise. Par contre, si derrière en face, il n'y a personne qui correspond exactement, mais que votre profil les intéresse, vous avez des chances d'avoir le poste. Donc, ne vous limitez pas. Dans tous les cas, c'est toujours un bon exercice de postuler, de prendre bien le temps de faire votre CV. On n'a pas un CV, mais on a bien un CV par candidature. Ça, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, un CV, un recruteur, il va y passer le premier jet, c'est quelques secondes. Dans certaines entreprises, c'est fait par une machine. Soit il le rejette, soit il le met de côté pour le lire plus tard. Donc, le CV, c'est important. L'idée, le but de votre CV, c'est que le recruteur se dise « Ah, peut-être, je vais l'appeler pour en savoir plus. » Voilà. Donc, il ne faut pas tout dire sur un CV. C'est dire l'essentiel pour donner envie. Exactement. Juste, je rejoins la remarque de Delphine qui dit, en fait, justement, pour Marina, ça aide justement d'aller à l'entretien parce qu'à l'entretien, on a beaucoup d'infos et on comprend beaucoup de choses sur le poste que lire simplement la fiche de poste où des fois, ça peut nous paraître un petit peu… on ne comprend pas tout, parfois ambigu. Et merci beaucoup, Marina, pour ta question. Et je reviens à Dounia parce que Dounia a posé une question à Alexis. Et je crois que vous avez peut-être donné la réponse indirectement. Elle dit qu'elle a un bac plus 5, un diplôme d'ingénieur et elle voulait savoir si on pouvait postuler à ce type de poste de technico-commercial que tu fais, par exemple. C'est possible? Tout à fait. Alors, en fait, ça va surtout dépendre de ce que propose l'entreprise ou l'entité. Donc, moi, effectivement, là, actuellement, je suis sur la partie fabrication thermofisure scientifique, donc qui correspond à l'entreprise Live Technologies. Où là, je ne suis pas certain que j'aurais eu ce poste si je n'avais pas eu une première expérience commerciale en amont. Mais par contre, j'ai commencé chez Fisher Scientific, qui est la partie distribution. Et là, ils cherchaient des personnes sans expérience. Alors, je ne sais plus si sur l'offre, il y avait effectivement expérience commerciale souhaitée ou recherchée. Je ne l'ai plus en tête, mais peu importe. En tout cas, voilà, effectivement, il y a des postes qui sont aussi accessibles sur des niveaux ingénieurs ou bac plus 5, master.
En fait, ça va dépendre de la technicité du produit qui est commercialisé en face. Mais encore une fois, vous ne mettez pas de limite. Même si l'entreprise cherche un bac plus 8, postulez. S'il n'y a aucun bac plus 8 qui postule, sur un malentendu, vous pouvez avoir le poste. Donc, ne vous limitez pas. Exactement. Ne pas se limiter. Et s'il y a bac plus 5 minimum, il faut y aller. Il faut aller à l'entretien. Je pense que c'est là qu'on a des infos. Et surtout, ce que tu disais, Alexis, c'est que ça recrute. Donc, pour le coup, on est dans une bonne période. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Ouais, c'est vrai qu'en en termes justement sur la période, il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine des sciences de la vie, c'est clairement un secteur qui est très dynamique. Là, il y a beaucoup d'argent, et notamment suite au Covid, qui est mis sur la table actuellement. Peut-être que vous avez entendu parler de Horizon Europe, les plans cancer, France Relance. Voilà, ça, c'est beaucoup d'argent qui vont aller dans la recherche, aussi bien dans la recherche publique, mais également dans la recherche privée. Et forcément, une entreprise qui a une note, donc si les chercheurs ont plus d'argent, ils vont forcément acheter plus, ou alors recruter des doctorants, des postdocs, ils vont consommer plus. Donc derrière, une entreprise, pour absorber une augmentation de chiffre d'affaires, ils ont besoin de moyens humains. Alors effectivement, sur des postes commerciaux, on a surtout parlé des postes commerciaux aujourd'hui, mais vous avez également, si le côté commercial ne vous intéresse pas, vous avez tout à fait du support technique, ce qu'on appelle les ingénieurs d'application, où le but final, ce n'est pas la vente, ce n'est pas des métiers commerciaux, mais bien de support, d'expertise technique et scientifique. Et les entreprises vont aussi avoir besoin de ces personnes-là. Super. Donc, il y a plein de types de métiers. Commerciaux, c'est large, mais en fait, il faut aller creuser parce qu'il y a plein d'opportunités différentes du master au doctorat. Donc, ça, c'est important d'aller lire les fiches de poste, etc., bien comprendre. Pour finir et pour passer à la question de Johan, juste, Dounia pose une dernière question à Alexis et elle te demande si on peut faire un stage en immersion, par exemple, à Thermo Fisher. Est-ce que c'est des choses qui… Alors là, je ne sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Là, Dounia, vu qu'on se connaît, on va se recontacter moi juste après et je verrai si je peux obtenir une réponse. Je te la donnerai. Donc, recontacte-moi après, Dounia, on en rediscute. Super. Donc, Johan, bonjour. Si tu peux allumer ton micro, Johan. Enchanté. Tu peux poser ta question. Oui, bonjour, enchanté. Déjà, Alexis, merci pour cette présentation. C'était très clair et très intéressant. J'ai deux petites questions par rapport au métier de commercial, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce que dans votre métier, il y a une pression du chiffre qui serait plus ou moins constante, ou votre mission, elle serait plutôt sur appuyer l'image de l'entreprise plutôt que vraiment avoir un suivi en termes de valeur ajoutée en termes de chiffre d'affaires? Tout à fait. Alors, il y a les deux. La pression du chiffre, elle y est. Aujourd'hui, n'importe quel métier commercial, le critère d'évaluation, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, faut pas se mentir. Quel que soit le métier dans la branche, peu importe, un commercial, il est évalué sur son chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il y a une pression du chiffre d'affaires. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être quoi, doctorant actuellement? Là, j'ai une thèse très récemment. Ok, d'accord. Donc, bon, effectivement, il y a une pression du chiffre d'affaires. Au même titre, quand vous êtes doctorant, il y a une pression de la publication. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'école doctorale qui accepte que vous souteniez votre thèse sans avoir au moins une publication. Donc, cette thèse, cette pression, alors que ce n'était pas sur le chiffre d'affaires, mais vous l'aviez. Je ne pense pas que ça vous ait traumatisé pendant vos 3 ans. Quand on est commercial, c'est effectivement au début une pression, un nouveau paramètre qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Et avec l'expérience, on apprend à gérer ça. Et voilà, ça fait partie intégrante du boulot. Et effectivement, par rapport à la valorisation de l'entreprise, effectivement, auprès des clients, c'est important de véhiculer une image positive et de marque de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai, c'est des clients. C'est-à-dire que mon but, c'est clairement de développer une relation de fidélité, puisque si demain, ils n'ont pas confiance en moi, ils iront certainement se renseigner ailleurs. Donc, voilà, c'est important de lier cette relation de confiance avec les clients. Ce chiffre, c'est quelque chose on pourrait qualifier de raisonnable, ou ça peut être parfois compliqué à atteindre entre ce qu'on arrive à faire de manière réelle sur le terrain et les attentes de l'entreprise? Alors, je vais vous parler de mon cas pour Thermo Fisher. Alors, on parle de millions d'euros. Moi, sur ma responsabilité, c'est des millions d'euros à générer pour l'entreprise annuellement. Alors, effectivement, quand on a son plan de départ, on se dit « Oh là 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 là, comment est-ce qu'on va faire ça ?» Et finalement, ça se passe plutôt bien. Moi, ça fait plusieurs années, effectivement, mon chiffre, je le fais, je le dépasse même. Donc, voilà, quand l'objectif il tombe, effectivement, ça peut paraître
des fois déraisonnable, mais on y arrive. Donc c'est clairement atteignable. C'est clairement atteignable. En tout cas, je vous parle pour mon poste en tant que key account manager chez Thermo Fisher. Je ne vous prononcerai pas sur d'autres entreprises. Je ne sais pas comment les autres travaillent. Voilà. Oui, ce que j'allais dire, peut-être que après, Thermo Fisher est quand même très très bien réputé dans le monde des sciences de la vie, donc c'est peut-être plus facile d'atteindre cet objectif dans une entreprise comme celle pour laquelle vous travaillez que dans une autre qui serait peut-être moins bien située. Mon autre Alors, question, je ne sais pas si facile est le mot approprié, mais oui. Ma deuxième question, elle sera un petit peu sur justement le management vie familiale versus vie professionnelle, étant donné qu'il y a quand même des déplacements qui peuvent être réguliers, peut-être lointains, des chambres d'hôtel. Est-ce que c'est compliqué de mélanger vie familiale, vie professionnelle quand on est commercial, ou est-ce que ça se fait, ça va? Non, ça se fait, c'est un rythme à trouver. C'est un rythme à trouver. Aujourd'hui, moi, ce rythme me convient. Le jour où il ne me conviendra plus, je chercherai à évoluer sur d'autres postes qui demanderont moins de déplacements. Alors aujourd'hui, je suis marié, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que ça facilite aussi les déplacements. J'ai des collègues qui sont plus âgés, qui sont mariés, qui ont des enfants, certains des enfants en bas âge. Un de mes collègues, ils sont même les deux commerciaux et ils ont l'air de le vivre très bien. Donc c'est une organisation. C'est une organisation, voilà, au même titre que quand on est en thèse, il faut des fois aller le week-end au laboratoire passer ses cellules. Si vous êtes au laboratoire, vous n'êtes pas en train de visiter une autre région ou un autre pays. Voilà, c'est des compromis à faire. Après, si ça convient parfaitement, puis le jour où ça convient plus, on se pose les bonnes questions. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. C'était vraiment intéressant. Merci, Yoann. Merci. Juste, je rejoins la question de Yoann. Du coup, tu nous confirmes qu'il y a des femmes qui travaillent dans ton équipe et à quel pourcentage, proportion elles sont présentes et plutôt bien présentes ou il y a plus d'hommes quand même voilà. Non, moi je dirais que nous, je pense qu'on est 50-50. Hein. Ah, ça c'est important à savoir pour les femmes qui se disent oui, c'est peut-être un truc pour les hommes. Et chez Thermo Fisher, c'est clairement important la parité et l'intégration de. Voilà. Donc ça, c'est important. Du coup, est-ce que Sarah, tu avais une question aussi? Oui, j'ai une toute petite dernière question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, Alexis. Tu as beaucoup mis l'accent sur ce premier pied dans le privé qui est très important, effectivement, même après pour l'évolution de carrière. Mais par exemple, moi, j'ai vu des offres de postdoc chez Servier, chez Roche, donc qui sont des entreprises privées. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre vu que tu ne l'as pas fait, mais est-ce que tu penses que de pouvoir, de rentrer dans l'entreprise via un postdoc, est-ce que tu peux derrière évoluer plus facilement aussi dans l'entreprise, pareil que ton poste à toi, ou est-ce que tu penses que la valeur du postdoc dans le privé et dans le public est la même au final? Oui, en fait, la question qui est posée, c'est après la thèse, le R&D ou le hors R&D, finalement. Ouais. Finalement, quand on part sur du R&D, je pense que, mais peut-être que je me trompe, mais si on fait un postdoc même dans une entreprise, ça va être compliqué derrière d'aller postuler sur un boulot de commercial. Finalement, le recruteur aura toujours le doute. Pourquoi est-ce que avoir fait un postdoc supplémentaire, pourquoi pas être parti dans la partie commerciale après Après, si c'est justifié, si par exemple c'est un poste sur du allez, on va dire ingénieur d'application par exemple, sur de la cytométrie. Donc aujourd'hui, je sais pas moi, quand on vend un cytomètre, quand on fait une démo de cytomètre, on a des ingénieurs d'application. Leur boulot, c'est pas d'être commercial, c'est vraiment de connaître sur le bout des doigts la machine et lors de la démo, de vraiment comprendre ce que veut faire le client et de discuter avec le client sur son projet et comment utiliser cette machine-là pour répondre à ces questions. Donc si tu fais un postdoc en entreprise ou hors entreprise qui est spécialisé sur la cytométrie et que derrière tu vas postuler sur des postes d'ingénieur d'application cytométrie, bon, c'est logique, le parcours est logique et c'est assez facile à justifier lors d'un entretien. Voilà, faire des postdocs supplémentaires pour faire du commercial. Donc pour toi, il faut vraiment avoir une idée bien précise, même de la spécialité, si tu veux faire un postdoc après dans le privé pour justifier un peu le parcours d'un poste plus précis derrière. Oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision moyen-long terme. Faut que le parcours quelque part soit cohérent. C'est-à-dire qu'un recruteur, il va vous demander de justifier à un moment ou à un autre pourquoi est-ce que vous postulez sur un poste d'ingénieur commercial alors que vous avez fait 4 ans de postdoc. Ça peut justifier. Hein. Nous, il y a des gens qui rentrent chez Thermo Fisher qui
qui font des postdocs, hein, enfin, qui sortent de postdocs et sur des métiers commerciaux, alors peut-être plus spécialisés, mais qui ont fait des postdocs. Donc, c'est pas impossible. Mais ce qui est important, c'est que votre parcours, encore une fois, on va revenir à la thèse et à la soutenance. En général, quand on commence à écrire son manuscrit, on regarde un peu toutes les manips qu'on a fait et avec toutes ces manips, on essaie de construire une histoire un peu sexy et cohérente. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous postulez à une offre, ce qu'il faut, c'est que toutes vos expériences, il va falloir les articuler de manière que ce soit cohérent et qu'effectivement, vous êtes là aujourd'hui face au recruteur parce que c'est logique et que ça fait longtemps que vous avez ça en tête. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Écoutez, il est 14 h. C'était passionnant. Il y a encore plein de questions. Je pense que si les gens ont peut-être des questions, Alexis, ils peuvent peut-être venir vers toi ou oui, non, ce que je vous propose, moi, je suis exactement. Trouvez-moi sur LinkedIn. Si on est déjà en contact, envoyez-moi directement un message. Si on l'est pas, demandez-moi en contact, j'accepterai. Et puis comme ça, d'ailleurs, on peut échanger directement. Donc allez-y. Voilà, sur LinkedIn, ce sera le plus simple. Voilà, pour poursuivre la discussion, il n'y a pas de souci. Comme on essaie de rester dans ce timing quand même d'1 heure, moi aussi j'ai encore plein de questions à te poser, Alexis, mais ça sera en off derrière, c'est pas grave. Mais c'était vraiment un plaisir, hein, vraiment. Merci pour toutes vos questions, hyper intéressantes. Dommage pour Dounia, on n'a pas pu t'entendre, mais il faut que tu reviennes la prochaine fois et on veut entendre ta voix cette fois. Merci beaucoup, Alexis, vraiment pour ta disponibilité. Merci. Ça a été super, hein, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, tous les participants maintenant comprennent bien. Je pense que c'est qu'un métier commercial, alors les avantages qu'on peut avoir. Justement, juste pour les avantages, Alexis, on a quand même une voiture de fonction, je crois. On a quand même. Est-ce que quand on passe les objectifs, des primes, il y a aussi de ça qui intervient, non? Tout à fait. Alors, sur la partie salaire, en fait, dans n'importe quel poste de vente, le salaire est en 2 parties. Une partie fixe, donc un salaire qui tombe tous les mois, et ensuite une partie, ce qu'on appelle variable, qui est débloquée si on atteint ses objectifs. Voilà, donc soit ça peut être un pourcentage du salaire fixe, soit des fois c'est un montant, voilà, ça dépend des entreprises. Donc effectivement, une salaire fixe plus variable. En général, en termes de nombre, j'ai regardé un peu avant la conférence qui se faisait en termes de salaire pour un jeune chercheur qui commencerait sur un poste d'ingénieur technico-commercial. Ce qui a l'air de le package complet entre le fixe plus le variable, on est en général, toute entreprise confondue, entre 40 et 45 000 euros bruts annuels. D'accord. Voilà. Et effectivement, avec en plus, si vous êtes amené à vous déplacer, une voiture, un téléphone, un ordinateur, une tablette. D'accord, on est bien équipé. Tout, voilà. Une carte bleue d'entreprise pour vos déplacements quand vous allez à l'hôtel, pour manger le midi, etc. Génial. Bon, je pense que vous aurez… Effectivement, il y a une situation très confortable. En plus d'un métier passionnant, il y a quand même un confort à côté. Voilà. Et pour beaucoup d'entreprises recrutent aussi directement en CDI. Alors certainement, souvent avec une période d'essai. Moi, voilà, j'ai été recruté directement en CDI. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 mois de période d'essai. Et mine de rien, mentalement, c'est quand même très agréable d'être en CDI. Ça permet de se projeter sur l'avenir de manière beaucoup plus sereine. Alors, pour compléter, et après promis, j'arrête, tu as quand même une formation quand tu arrives. On est d'accord que tu n'es pas lancé comme ça dans la nature. Tu es formé? Alors oui et non. Moi j'ai pas passé 3 mois dans les locaux de Thermo Fisher à apprendre ce que c'était la vente. C'était surtout beaucoup de contacts directement sur le terrain, où au début on commence à pratiquer avec nos collègues, et puis un jour il y a son premier rendez-vous client, on se retrouve tout seul, et là c'est un grand moment de solitude, mais c'est pas grave, on progresse vite. Et on apprend tous les jours, j'imagine. Exactement. Bon, super. Écoutez, il est 14h03. Je pense qu'on va arrêter. Tout le monde va partir un peu à ses occupations. Encore merci, Alexis. Merci à tous vraiment d'avoir répondu présent. C'était passionnant. Vraiment, on aurait continué encore et encore, mais il faut s'arrêter. Toute chose a une fin. Et merci à tous. Et je vous dis pour la prochaine, il faut être présent. Et dans 2 semaines, je vous annoncerai tout sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. Delphine et moi-même, on communique pas mal sur LinkedIn. Donc, suivez un petit peu l'actualité et on se retrouve dans 2 semaines. Notre prochain invité, vous aurez toutes les infos à venir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, Alexis.